Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau un journaliste africain qui a plus de 25 ans d'expérience et qui va partager avec nous ses réflexions sur la relation entre la Chine et l'Afrique, une relation qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Alors bonjour Monsieur Héribert Labelle Élysée Ajovi. Bonjour Madjaïne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, écrivain et gouverneur du magazine panafricain Le Label Diplomatique et président du caucus panafricain des journalistes. Bienvenue sur notre plateau. Alors, c'est un plaisir. En fait, votre relation avec la Chine remonte très loin. Déjà en 2012, vous avez publié un livre intitulé, je cite, « Ainsi croit-il, mon carnet de voyage sur l'axe Cotonou-Beijing, 40 ans après ». Et maintenant, si vous devez écrire un autre livre ou si vous devez formuler une phrase ou choisir une formulation pour définir votre vision sur la relation entre la Chine et l'Afrique ou la Chine et le Bénin, comment allez-vous formuler? Mais je pense que quand il y a une bonne formule, il faut l'appliquer. Je pense que je répéterai tout simplement ce que le président chinois, Xi Jinping, a lui-même déclaré lorsqu'il prenait les rênes de la République populaire de Chine il y a 10 ans, en 2013, puisqu'il était lors de son premier voyage, notamment en Tanzanie, en Afrique du Sud et en République démocratique du Congo, et il parlait des 4 principes sur lesquels il voudrait axer sa coopération avec l'Afrique. C'est d'abord la sincérité et ensuite des résultats effectifs, et puis l'amitié, sans oublier la bonne foi. Donc, je me fais mienne ces formules: sincérité, résultat effectif, amitié et bonne foi, pour qualifier la coopération sino-africaine en général et la coopération sino-béninoise en particulier. En fait, entre 2012 et aujourd'hui, et même parce que votre livre aussi touche un peu l'histoire, donc quelles sont les évolutions dans la relation sino-africaine qui vous a marqué, qui vous paraît les plus importantes? Mais je crois qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est que si on va remonter dans l'histoire, parce qu'on n'en parle pas souvent, la Chine et l'Afrique, c'est déjà un soutien à l'Afrique pour la période de décolonisation, donc pour aller à la période des indépendances. Et l'Afrique aussi a soutenu en retour, puisque c'est un partenariat gagnant-gagnant, la Chine, lorsqu'il était question de reprendre sa place aux Nations Unies et aussi au Conseil de sécurité de l'ONU. Et à partir déjà des années 70, début des années 70, alors que la Chine était encore un pays agricole, la Chine est venue au secours de l'Afrique, a soutenu, quand je pense par exemple à mon pays, le Bénin, le rétablissement des relations diplomatiques entre la République du Bénin et la République populaire de Chine s'est effectué le 29 décembre 1972, et le premier soutien, un don de la Chine au Bénin, c'était 1 milliard de francs CFA qui a permis de construire le stade de l'amitié sino-béninoise Général Mathieu Kérékou. Et donc on peut démultiplier les exemples. Et la deuxième étape, sinon la troisième, c'est justement lorsqu'il était question en 89 avec la chute du mur de Berlin, et en 91, précisément le 25 décembre 91, l'effondrement du bloc soviétique, les Occidentaux ont délaissé l'Afrique et il a fallu une fois encore que la Chine vienne au secours de l'Afrique. Et vous connaissez la suite dans les années 2000 avec le forum sur la coopération sino-africaine et tous les résultats que nous avons aujourd'hui. Justement, on va parler alors du FOCAC, alors, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est en 2000 que la Chine et l'Afrique ont lancé ensemble ce mécanisme. Donc, comment voyez-vous les résultats de ce mécanisme que vous suivez de très près depuis la création? Oui, je pense qu'on a vraiment des résultats tangibles, puisque la coopération entre la Chine et l'Afrique tient compte des intérêts de l'Afrique. Il ne s'agit pas d'imposer, comme c'est fait souvent par les anciennes puissances coloniales, mais il s'agit de tenir compte des besoins réels de l'Afrique.
Et quand vous regardez aujourd'hui le bilan 20 ans après, quand même, c'est un bilan élogieux parce que vous savez très bien que la route du développement passe par le développement de la route. Donc en termes d'infrastructure, il y a eu beaucoup de routes construites avec la coopération chinoise. Nous savons également qu'au niveau de ce qui concerne, que ce soit les ports, que ce soit les domaines de l'aéroport, que ce soit au niveau de la connectivité désormais avec la route de la soie, on en parlera, mais c'est pour dire que dans le domaine, par exemple, agricole, il est question également de l'agro-industrie parce que si nous pouvons transformer beaucoup de nos productions agricoles sur place, ça pourrait permettre évidemment avec les exonérations douanières d'avoir le marché de la République populaire de Chine qui est quand même 1,4 milliard d'habitants. Et donc, dans tous ces domaines-là, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine des infrastructures, que ce soit dans le domaine des échanges commerciaux et autres, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits à travers la coopération sino-béninoise, sans oublier bien évidemment le domaine des médias qui est le nôtre, où également la Chine a soutenu beaucoup les pays africains. On va revenir un peu sur les médias un peu plus tard. Donc, quels sont les enjeux, selon vous, du forum de l'année prochaine de ce mécanisme FOCAC? Mais je pense que les enjeux, c'est ce que le président Xi Jinping a rappelé en marge du sommet des BRICS qui a eu lieu dernièrement en Afrique du Sud, en août, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, de quoi a besoin l'Afrique? C'est aller un peu plus loin dans l'industrialisation. Et le président Xi Jinping a promis que dans le domaine de l'industrialisation, que la Chine allait aider l'Afrique à faire en sorte que beaucoup de nos matières premières soient transformées sur place. Ça donne de la plus-value et nous pouvons également aller sur le marché international. De quoi l'Afrique a besoin? Le président Xi Jinping a promis également que dans le domaine agricole, à travers l'agro-industrie, on pourrait avoir plus de produits agricoles sur le terrain, sur le continent, et que généralement, par rapport à l'ouverture du marché chinois au continent africain, avec les exonérations douanières et autres, l'Afrique pourra être compétitive sur le plan international. Alors, et que de quoi a besoin également l'Afrique? C'est ce qu'a promis enfin le président Xi Jinping à travers justement le renforcement des capacités de l'élite africaine, donc faire en sorte que l'expertise chinoise profite à l'élite africaine. Et dans ce sens, je pense que ne serait-ce que depuis le début du FOCAC, les années 2000, un effort considérable a été fait, mais le président Xi Jinping a promis que la Chine, par rapport à ses amis africains, va faire davantage d'efforts dans ce sens. Je crois vraiment que ce sont les grands défis qui nous attendent, que ce soit sur le plan industriel, que ce soit sur le plan de l'agro-industrie, que ce soit sur le plan également de la connectivité, parce que aujourd'hui le monde est un village planétaire et au niveau des techniques de l'information et de la communication, je pense que la Chine aide également profondément l'Afrique. Et vous, puisque vous êtes journaliste, on va regarder un peu l'Afrique sur un prisme de la presse. Et je constate qu'en mai 2000, c'est la même année que le FOCAC a été lancé. On voit que le magazine L'Économiste a publié une couverture consacrée à l'Afrique qui avait comme titre c'est en anglais The Hopeless Continent, a traduit en français le continent sans espoir. Et 10 ans plus tard, en 2011 et 2013, on a vu apparaître deux autres titres, Africa Rising, l'ascension de l'Afrique, et Aspiring Africa, l'Afrique qui a de l'ambition. Enfin, je ne sais pas si je traduis très pertinemment. Donc, on voit ce changement, c'est le même magazine qui a publié des couvertures très différentes. Donc, vous êtes journaliste, comment voyez-vous, quels commentaires faites-vous sur ces changements? Mais je pense que le commentaire de ce magazine économiste révèle évidemment l'approche occidentale
face à l'approche chinoise des relations avec l'Afrique. Parce que l'Occident se manifeste vis-à-vis de l'Afrique comme un gendarme, comme d'anciennes puissances coloniales, et les rapports le prouvent. Parce que les relations entre l'Afrique et l'Occident, c'est beaucoup de chocs, c'est les deux guerres mondiales, c'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme. Et je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de l'émission, c'est lorsqu'il y a eu la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989 et l'effondrement du bloc soviétique le 25 décembre 1991, l'Occident a délaissé l'Afrique au profit de l'Europe de l'Est, puisque là-bas, il y avait des affaires. Mais les relations, les partenariats entre États, ce n'est pas qu'une affaire d'affaires. Il faudrait que cela aille plus loin et qu'il y ait de suivi. Et dans ce sens, de l'autre côté, nous avons bien vu la coopération entre la Chine et l'Afrique sans discontinuité. Alors, quand on regarde de près, oui, ce magazine occidental révèle justement cette volonté de recherche effrénée du profit et de ne pas considérer l'Afrique en tant qu'entité entière et qui a à prendre également toute sa place dans le concert des nations. C'est vrai, il faudrait aussi de notre part en tant qu'Africains, et ça c'est très important, que nous prenions notre responsabilité parce que très souvent aussi nous avons toujours été dans une position comme d'assistanat, même s'il y a des efforts. Et donc la coopération avec la Chine nous permet de voir qu'il y a quand même près de 40 ans, la Chine était à une position plus ou moins identique à l'Afrique. Et aujourd'hui, à force de travailler, la Chine est arrivée là où elle est aujourd'hui en tant que première ou deuxième puissance économique mondiale. Donc l'Afrique, avec ses ressources humaines qualifiées aujourd'hui, l'Afrique avec ses ressources minières, ses ressources naturelles, l'Afrique est capable vraiment en renouant avec l'histoire de constituer également une alternative crédible aujourd'hui. Et je pense que dans ce sens, la Chine offre un modèle qui est très apprécié et sur lequel nous pouvons également nous appuyer en nous recentrant également sur nos origines, notre histoire, pour être aussi un partenaire crédible sur la scène internationale, parce que, qu'on le veuille ou non, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Justement, on va parler un peu de cette orientation de développement que vous avez mentionnée tout à l'heure. On voit que dans les années 1920-1930, il y avait un philosophe anglais, Bertrand Russell, qui a voyagé en Chine et qui a écrit un livre dans lequel il s'intéressait à, entre guillemets, une troisième voie qui semblait être faite pour la Chine et qui était pour lui une alternative à la fois au capitalisme occidental, mais aussi à la révolution socialiste qu'il avait pu observer de près lors de sa visite en Union soviétique. Donc, en tant que journaliste, quelle est votre observation? Vous avez mentionné tout à l'heure cette voie empruntée par la Chine, et pensez-vous que l'Afrique peut avoir une quatrième voie, une cinquième voie pour son développement dans le futur? Mais je crois qu'effectivement, il y a le modèle occidental, mais qui est un modèle de capitalisme sauvage qui considère l'individu au cœur du développement et l'individu qui a tout à sa disposition. Et là, l'État et le peuple n'ont pas grand-chose. Cela laisse la majorité des moyens dans les mains d'une minorité et la majorité de la population croupie dans la misère. Nous avons le modèle soviétique en son temps où c'est l'État qui régente tout. Quand l'État régente tout, à partir du moment où l'État, ce n'est pas de l'immatériel, c'est également des hommes, il y a forcément cette volonté de défendre des intérêts d'une certaine oligarchie. Et on a vu également que de ce point de vue, il s'est posé quelques problèmes en termes de respect de l'homme dans sa dignité. Mais nous avons eu, comme vous le disiez il y a un instant, le modèle chinois, un socialisme à la chinoise, qui, tout en considérant que l'État doit jouer le rôle régulateur, parce que s'il a fallu un contrat social pour qu'il y ait des dirigeants qui tiennent compte de l'intérêt général, il est quand même également important de sauvegarder l'intérêt du peuple.
Et surtout pour ce 5e voyage que j'effectue en Chine, il y a une phrase qui m'a beaucoup impressionné, c'est que le peuple est comme l'eau. L'eau peut vous contenir, mais l'eau également peut vous noyer. Donc, si vous voulez vraiment que le développement soit impulsé, en tant qu'autorité, vous avez à tenir compte de l'intérêt du peuple. Et je pense que cette voie que la Chine propose est une voie importante qui tienne en même temps compte de la régulation qui doit venir de la part de l'État, mais en même temps de ce que les individus ont des besoins et qui doivent être satisfaits. Et vous demandez si l'Afrique pourrait être une 4e voie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'Afrique et la Chine est différent aussi. Oui, oui. Je pense que ce qu'il faut, et c'est très important, c'est qu'au-delà de tout, parce que effectivement l'État régule, le peuple, à travers ses intérêts, trouve son compte, mais il va falloir qu'au-delà de tout cela, en termes de justice sociale, que l'on prenne garde parce que, quelles que soient les circonstances, oui, l'État fait son travail, les individus ont des intérêts qu'ils font tout pour satisfaire, mais au-delà, il faudrait que la justice sociale soit mise au devant. Et l'Afrique demande à ce que, sur la scène internationale, par rapport à l'histoire et tout ce qu'elle a vécu, elle ne veut pas forcément de l'assistanat, mais l'Afrique veut que l'on discute avec elle d'égal à égal. Et je pense que dans ce sens, nous apprécions beaucoup la coopération avec la Chine. L'Afrique ne veut pas forcément d'aide, l'Afrique veut de l'investissement. Et dans ce sens, faire en sorte aujourd'hui que nous ayons des machines qui permettent de transformer nos matières premières, que cesse la détérioration des termes de l'échange qui consiste à ce que nous soyons seulement pourvoyeurs de matières premières et qu'on nous amène des produits manufacturés à 3 fois, 4 fois plus que leur prix, que cela change. Nous voulons également que nous profitions de l'expertise de la communauté internationale et la Chine nous fait une proposition intéressante dans ce sens, afin que, à travers l'agro-industrie, que l'agriculture, qui est quand même quelque chose de très important, puisse permettre également qu'il y ait toute une économie qui s'organise autour. Cela est très important. Et aussi, nous avons besoin d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée au niveau de la formation professionnelle, parce que pendant longtemps, notamment dans les pays francophones, il a été question de former beaucoup plus des gens qui parlent beaucoup. Parler, ce n'est pas une mauvaise chose. On a besoin d'idéologues, on a besoin de stratèges pour donner des orientations. Mais au-delà, par rapport aux besoins réels de nos États, nous avons besoin qu'il y ait de la performance. Des gens qui travaillent beaucoup. Voilà, des gens qui travaillent beaucoup. Et donc, c'est cela, la 4e voie éventuelle que proposerait l'Afrique, afin que, au-delà de tout, parce que cela nous importe beaucoup, la communauté de destin pour l'humanité, et une parole chère au président Xi Jinping, c'est quelque chose qui importe beaucoup à l'Afrique. Et juste, on va parler un peu de ça, de la communauté de destin, parce que c'est quand même quelque chose de très nouveau, même au niveau de conceptualité sur la scène internationale ou sur la philosophie politique. Il y avait toujours l'idée de gagner à somme zéro, et c'est assez rare d'avoir cette idée de communauté de destin commun. Et en plus, on voit que cette année marque le 10e anniversaire du lancement de l'initiative Ceinture et Route. C'est aussi une idée de construire ensemble, c'est une initiative, c'est pas un plan ou c'est pas un projet. Donc ce sont des choses assez nouveaux, des idées qui ressemblent en fait, au fond sont les mêmes, c'est les constructions, enfin c'est construire ensemble, c'est un nouveau genre de partenariat, mais c'est assez mal compris. Je vois jusqu'ici, vous travaillez dans le domaine des médias, donc vous connaissez sans doute, en dehors de la Chine, surtout en Occident. Donc quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, déjà en septembre, il y a eu le 3e forum sur l'initiative la ceinture et la route. Et le fait qu'il y ait eu près de 150 délégations officielles, une trentaine d'organisations internationales, prouve bien qu'il y a de l'engouement autour du projet. Et comme vous parlez de l'initiative la ceinture et la route, on peut série en 3 parties. Il y a
la ceinture économique de la route, l'ancienne route de la soie, qui tient compte notamment de l'Asie centrale, également de l'Europe. On peut parler de la ceinture de la route maritime, qui prend en compte également l'Afrique, l'Amérique latine, sans oublier la ceinture de la route numérique. Et je pense que ce sont là 3 propositions du président Xi Jinping et de la Chine qui vont dans le sens de faire en sorte que le développement d'un pays puisse profiter aux autres et réciproquement, parce que nous voyons que nous avons aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, une économie intégrée. On a vu ce qui s'est passé notamment en 2008 avec la crise des subprimes aux États-Unis. On a vu par la suite avec la crise du Covid et aujourd'hui aussi la crise russo-ukrainienne, que lorsqu'il y a une situation dans une partie du globe, toute la planète est impliquée. Et donc, dans ce sens, les propositions chinoises en termes de développement des routes, de développement des chemins de fer, de développement des ports, faire en sorte qu'il y ait plus de connectivité, que ce soit sur le plan matériel à travers les routes, les voies ferrées, les ports et autres, mais également sur le plan numérique, à travers le développement des technologies de l'information et de la communication. Je pense que c'est quelque chose de très important qui permet en un temps record de s'entraider sur le plan, que ce soit de la technologie, que ce soit du commerce, et également profiter aujourd'hui de la capacité même de l'e-commerce qui permet en un temps record de vendre et d'acheter. Donc, je pense que ce sont là de belles propositions. Naturellement, je crois que l'Occident, qui a été toujours dans une position privilégiée, voit avec ces propositions de la République populaire de Chine une volonté, bien évidemment, de s'affirmer sur la scène internationale. Mais je pense que c'est très important parce que on ne peut pas continuer de faire en sorte qu'il y ait que quelques privilégiés qui font des propositions seulement dans le sens de leurs intérêts, mais on a besoin aujourd'hui que la communauté internationale travaille de concert et que les pays qui ont réussi dans leurs expériences fassent profiter cette expérience aux autres pays. On avait de grandes puissances avant, aujourd'hui on a des pays émergents. Et donc, cela permet également aux pays qui sont en voie de développement de s'inspirer de cette expérience et qu'en s'entraidant, on puisse aller loin. Cela est très important. Cela dit, concernant toujours le continent africain, nous savons que nous avons plus de responsabilités à avoir et que, au-delà de tous les rapports que nous pouvons avoir avec les autres, nous avons, à travers nos ensembles sous-régionaux, également l'ensemble continental de l'Union africaine, à travailler dans des projets intégrateurs pour que nous puissions vraiment apporter également de la plus-value à cette initiative, la ceinture et la route, et aussi l'autre initiative, la communauté des destins pour l'humanité. Vous êtes journaliste, vous avez dit tout à l'heure la coopération entre les médias. Donc, plus concrètement, comment les médias de l'Afrique et de la Chine peuvent travailler ensemble pour que les gens puissent connaître mieux l'un et l'autre, parce qu'aujourd'hui on voit quand même il y a une insuffisance et surtout je ne sais pas si vous avez constaté avec le développement des réseaux sociaux, on a vu il y a beaucoup de, par exemple, des informations ou des choses qui sont très très difficiles à vérifier. Donc ça pose aussi des défis pour les deux peuples de se connaître. Quelle est votre réflexion là-dessus? Oui, je crois que dans ce sens, un travail est en train d'être fait, parce que moi personnellement, ça fait la 5e fois que je visite votre pays, la Chine. Ma première fois, c'était en 2009. Et donc, en près d'une vingtaine d'années de coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique, c'est peut-être un peu plus. Il y a eu pendant un bon moment juste des partenariats qui consistaient à envoyer peut-être des émissions en langue chinoise, à
envoyer des émissions et peut-être avoir des partenariats dans le domaine de la presse écrite, de la presse audiovisuelle. Mais je pense que beaucoup plus, avec les différentes rencontres entre les deux cultures, il est en train d'être proposé des partenariats plus concrets parce que, oui, si sur le plan économique et autres, la Chine se fait comprendre davantage de la part du monde et surtout de l'Afrique et que c'est difficile aujourd'hui de ne pas dire que la Chine fait du concret sur le continent africain. Au niveau médiatique, il y a encore de l'espace à conquérir. Et dans ce sens, il est important qu'il y ait beaucoup plus de coopération entre les médias chinois et africains, de telle sorte qu'il y ait des coproductions. Des coproductions, parce que si c'est juste des productions qui sont réalisées par exemple en Chine et qui sont envoyées pour être diffusées en Afrique ou vice-versa, c'est bien, mais c'est un peu distant. Mais quand il y a des coproductions, et je pense que la partie chinoise est en train d'aller dans ce sens de plus en plus, ça permettra alors de travailler encore plus pour faire tomber les fake news, déconstruire les fake news et montrer que réellement il y a du contenu et que nous devons travailler à montrer à la communauté internationale que la coopération entre la Chine et l'Afrique est une coopération sud-sud qui est un modèle qui peut être démultiplié pour avoir une société de justice et de paix. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour notre émission et l'émission touche à sa fin, donc pour terminer, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision en tant que journaliste, écrivain, vous avez écrit des livres et vous allez sans doute écrire des livres dans l'avenir, votre vision sur l'avenir de la relation entre la Chine et l'Afrique? Oui, déjà, je voudrais vraiment remercier CTN français pour l'invitation. Remercier également cette coopération sino-africaine, sino-béninoise qui me permet de venir pour la 5e fois pour ce séminaire organisé par le ministère du Commerce chinois. Évidemment, un rôle important de l'ambassade de Chine dans nos pays respectifs. Je voudrais en profiter pour remercier l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin, son Excellence Monsieur Peng Jintao. Et donc, cette occasion nous permet vraiment, dans le domaine médiatique, de renforcer la coopération médiatique entre l'Afrique et la Chine. Et à chaque fois que je reviens ici, je vois on pourrait dire que la Chine a fini son développement, mais non. À chaque fois, il y a plus de travail, plus de progrès, plus d'engagement. Et cela est très inspirant pour nous. Et mon souhait, bien évidemment, c'est que la coopération entre la Chine va en se renforçant, en tenant comme pilier les 4 principes sur lesquels le président Xi Jinping a placé sa coopération avec la Chine, sa politique africaine, en termes de sincérité, que nous continuons d'être sincères dans nos rapports, en termes de résultats effectifs, ce qui est promis est fait à chaque fois, cela est très important, et que notre amitié soit davantage renforcée. Et puis, nous le savons, la bonne foi est manifestée jusqu'à ce jour et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Je suis très impressionné par tout ce que je suis venu voir encore cette fois-ci. Et comme je l'ai dit, il y a une phrase que j'ai retenue particulièrement. Le peuple est très important. Le peuple, c'est comme de l'eau. Et si vous entretenez bien l'eau, l'eau vous contient. Mais si vous n'entretenez pas bien l'eau, alors l'eau peut vous noyer. Et cela est très important pour nous en tant qu'Africains. Et je ne peux que dire bon vent à la coopération sino-africaine. Alors, je vous remercie, M. Ajovi. Merci d'avoir participé à notre émission. Je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.